Découvert en mai 1983 par une équipe de l'Institut Pasteur, le virus de l'immunodéficience humaine VIH est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le stade le plus avancé de l'infection du VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise SIDA. On estime à 39 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de l'année 2022, dont plus de 2/3 de la région africaine selon l'OMS. Et au Burkina Faso, la commémoration de la journée mondiale du sida, prévue chaque 1er décembre, a été placée sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». La lutte contre le sida est au menu de cette édition. Et pour en parler, j'ai comme invité Inoussa Sarré. Il est le président du conseil d'administration du RINEDS. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. On dit également bonsoir à Mamadou Sawadogo, qui est le président du conseil d'administration du Régipiv. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Et bonsoir à Arnaud Noé Ouedraogo, qui est le plus jeune du plateau visiblement, secrétaire général de l'Association des jeunes pour la lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci. Le rapport 2022 de l'ONU-SIDA révèle que le taux de prévalence au Burkina Faso se situe à 0,6% en 2022 contre 7% dans les années 90. Ces chiffres ont été communiqués par le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida lors d'une conférence de presse le 30 novembre à Ouagadougou. On l'écoute. La prévalence du VIH au Burkina Faso, c'est-à-dire chez les personnes de 15 à 49%. 15 à 49 ans, nous sommes à 0,6%. Et la prévalence chez les femmes, donc on désagrège selon les sexes, nous sommes à 0,7%. La prévalence du VIH chez les jeunes, entre 15 à 24 ans, selon les sexes, chez les filles, nous sommes à 0,3%. Chez les garçons, nous sommes à 0,2%. Le nombre total de personnes vivant avec le VIH, ça fait 97 000. Excusez. Les adultes, ils sont à 87 000, dont 56 000 femmes. Les enfants vivant avec le VIH sont estimés à environ 10 000. Les nouvelles infections, c'est-à-dire les nouvelles infections, ceux qui sont contaminés pour la première fois, c'est 1900. Malheureusement, nous avons enregistré 2600 décès. Et on comptabilise 77 677 orphelins du VIH. Il faut dire que dans la lutte contre le VIH-Sida, la communauté, notamment ce que nous appelons la société civile, a joué un rôle crucial. Et au Burkina, nos devanciers dans la lutte contre le VIH-Sida sont arrivés vraiment à réorganiser la société civile à travers les réseaux, à travers les fêtières, pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. L'étude prévalente, c'est des études, c'est des enquêtes biocomportementales. C'est des enquêtes lourdes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas planifié une étude spécifique au niveau des PDI, parce que par définition, en fait, c'est pas géographiquement, ce n'est pas statique. Même à l'intérieur des PDI, là, il y a un mouvement de population. Mais nous avons quand même, depuis 2020, nous mettons en œuvre un paquet d'activités de prévention à l'endroit des personnes déplacées internes. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale, nous mettons en place des activités de prévention, sensibilisation pour le changement de comportement et tout ce qui est counseling pour arriver au dépistage. Et même la recherche des PVVIH dans les PDI pour qu'ils puissent continuer à recevoir leur traitement.
De retour sur ce plateau pour mener les échanges autour de la lutte contre le sida au Burkina Faso. À l'instant, on vient de voir cet extrait des responsables du Conseil national de lutte contre le sida au Burkina Faso. Alors de 7%, Inoussa Sarré, dans les années 90, actuellement, le taux de prévalence est à 0,6%. Alors, comment est-ce que vous accueillez ces nouveaux chiffres? Est-ce que vous êtes fiers des résultats engrangés dans le cadre de cette lutte contre le sida? Merci pour cette question. Je pense qu'avant de répondre, je voudrais d'abord rendre hommage à notre aîné, qui est là, Mamadou Sawadogo, et également avoir une mémoire pour Bakiono Bayomboy, qui est un acteur potentiel de la lutte, qui nous a quittés. C'est pour dire que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, étant donné que la lutte est multisectorielle, beaucoup d'acteurs se sont impliqués dans le processus pour que nous puissions atteindre ce taux dont vous faites cas ce soir. Également, nous pouvons nous réjouir de ce taux, mais en même temps, il faut que nous sachions que c'est en même temps une interpellation pour nous de ne pas dormir sur nos lauriers, parce que le chemin est encore long et que nous estimons que si toutefois les différents acteurs de la lutte continuent de travailler dans ce sens, nous allons y arriver comme nous le souhaitons à l'horizon 2030 pour mettre fin à cette pandémie. Alors, Mamadou, est-ce que vous estimez que le bout du tunnel n'est plus loin au regard des chiffres qui sont communiqués? Merci madame. En fait, moi j'ai toujours appris dans cette lutte à ne pas beaucoup me focaliser sur les chiffres. Parce que vous avez vu l'épidémiologiste même pour vous dire comment est-ce qu'ils ont récolté les informations. Entre les techniques de collecte d'informations et nous qui vivons les problèmes sur le terrain, on n'a pas les mêmes perceptions. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre le sida, nous sommes confrontés à diverses problématiques, notamment la charge ou les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés avec les patients. Voilà. Et les difficultés, les obstacles liés à mener des campagnes de prévention pour éviter d'augmenter le taux de prévalence. Alors on va revenir sur ces difficultés de manière précise, mais déjà il y a un pas qui a été franchi. Un grand pas. Nous, on se rappelle quand on s'était impliqué dans les années 96, 97, d'autres peut-être avant moi, on n'avait pas de traitement. Voilà. Et après, il y a eu la prise en charge des infections opportunistes. Et je crois que c'est à partir de 2000-2002 que les traitements ont commencé à exister au niveau du Burkina. Donc il y a un grand pas. Et aujourd'hui, on meurt moins du sida. Voilà. Donc en termes d'action de terrain, on peut constater qu'un grand pas a été fait. C'est pourquoi les épidémiologistes ont traduit cela en termes de baisse de la prévalence partant de 7% à 0,6 de nos jours. Mais comme le dit Inoussa Sarré, il ne faut jamais dormir sur son laurier pour dire qu'on a atteint le bout du tunnel. Parce que la lutte contre le sida, en réalité, est contextuelle. Chaque période, chaque moment, ce n'est pas la même dynamique. Et actuellement, nous, on avait plus de craintes parce que, comme il a dit, les populations déplacées, quand il y a une guerre, il y a un rebond de l'épidémie. Ça, on ne peut pas le contrôler. Alors, on va revenir sur ces différents facteurs, notamment l'impact de la crise sécuritaire dans cette lutte contre le sida. Alors, Arnaud, comment est-ce que, à votre niveau, vous appréciez les efforts faits dans le cadre de la lutte contre le sida? Déjà, il y a de l'amélioration. On voit vraiment qu'il y a un grand travail qui a été abattu. Voilà. Et nous, en tant qu'acteurs également, qui avons emprunté également ce pas dans la lutte, nous voyons également que vraiment les défenseurs ont fait du bon travail. Voilà. Sur le terrain, ça se sent et tout. Mais également, comme le disaient les dévanciers, voilà, il y a toujours du travail à faire. Énormément du travail à faire. Et on ne va pas se reposer sur nos lauriers tant que vraiment on n'a pas atteint nos objectifs.
L'objectif donc zéro infection à l'horizon 2030. Je reviens à Mamadou Sawadogo. Je précise que vous êtes personne porteuse du virus depuis 1996. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous avez été diagnostiqué et comment vous avez vécu cela. Oui, bon, j'étais un élève infirmier, j'étais un élève infirmier à Bobo et il y a eu une maladresse au niveau de la manipulation, voilà, une injection. Et c'était la crainte à l'époque. Même les enseignants, personne ne dit. Je me rappelle un enseignant qui me dit même si on lui donne des milliards, il ne va jamais se faire dépister. Bon. Donc toute cette peur-là a fait que, à un moment donné, moi j'ai eu quelques signes de réaction sur mon corps. Voilà, donc je crois 3 mois après, je crois que ça doit être ce qu'on appelle souvent la période de séroconversion. Il y a un pic, il y a des alertes. Et quels sont ces signes? Je n'aimerais pas en parler sur le plateau parce que chacun va aller chercher à se diagnostiquer. Et j'aime pas le diagnostic communautaire. Okay. Voilà, celui qui veut savoir, on sait qu'il faut aller se faire dépister pour savoir. Moi, j'ai eu des signes d'alerte, comme j'étais à l'école de formation et que je me documentais. J'ai voulu aller lever le doute. Voilà, donc j'ai levé le doute au niveau de la banque de sang et il s'est révélé que c'était ça. Et pour toute personne qui est normale, il y a un choc. Voilà, moi, j'étais dans une salle, mais je ne sais pas si c'était éclairé, mais j'ai comme vu que j'étais en plein midi, en plein soleil, lorsqu'on m'a annoncé cette information. Voilà. Donc, pour toute personne normale qui reçoit une information qu'il est infecté, c'est comme un échec, c'est comme une perte. Et nous, on se disait qu'il nous fallait 3 mois pour vivre, et donc il fallait faire vite. 3 mois, mais je suis là. Depuis 1996. Oui. Alors, comment la famille a vécu cette terrible nouvelle? Ah, vous voulez me ramener encore des années en arrière. En fait, moi, la première personne que j'ai décidé d'informer, moi j'étais à Bobo, il fallait que je vienne à Ouaga parce que ma petite amie était à Ouaga. Mais je n'étais pas venu pour lui dire, je suis venu pour lui dire, on. Parce que moi, je viens de découvrir qu'il y a quelque chose, et tu sais très bien qu'on a entendu parler de cette chose, c'est la mort. Moi, je vais retourner à Bobo, mourir, et puis cherche-toi quelqu'un. Voilà, c'était comme ça. Et j'avais un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu allais dire? J'ai dit, non, il faut que je l'informe. Je prends mes responsabilités. Voilà. Et moi, je suis retourné à Bobo pour mener mon combat comme je pouvais, en sensibilisant, voilà, comme je pouvais. Et après un jour, elle débarque à Bobo. Voilà. Je crois que c'est après, elle me disait que non, peut-être que moi j'ai trouvé une femme à Bobo, donc je voulais la larguer. J'ai dit non, c'est pour te protéger. Voilà. C'était comme ça. Alors, d'accord, on parle lutte contre le VIH-Sida. On se rappelle que dans les années 90, il y avait beaucoup de stigmatisation concernant les patients atteints du virus. Est-ce que, comparaison n'est pas raison forcément, mais est-ce que jusqu'à maintenant, cette stigmatisation est d'actualité? La stigmatisation est d'actualité. Elle est légèrement atténuée. Elle s'est atténuée. Et les gens sont devenus de plus en plus compréhensifs, mais elle s'est atténuée. Ce qui est beaucoup plus... qui persiste davantage, c'est beaucoup plus l'autostigmatisation. Vous savez, les gens ont vécu des séquelles liées à la stigmatisation, ce qui fait qu'il y a un blocage et les gens n'ont plus envie de se révéler parce qu'ils pensent que les conséquences d'il y a des années vont encore se reproduire. Comment on va être regardé? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le sida qui tue, c'est le regard des gens qui tue. Donc les gens ont toujours peur de ce regard des gens, de ce jugement. Inoussa Saleh qui confirme? Oui, effectivement, par rapport à la stigmatisation, comme il a si bien dit, aujourd'hui, nous avions quand même un regard un peu positif par rapport à hier. Par rapport à hier, parce que aujourd'hui, quand vous êtes séropositif, la stigmatisation n'est pas beaucoup plus développée que les années passées. Mais toujours est-il qu'elle existe toujours et que nous devons travailler à renverser cette tendance. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'on s'aligne. Et il a parlé des ARV, qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Mais je rappelle qu'à l'époque, en 98-90, c'était l'un des premiers acteurs à décentraliser les ARV.
Mamadou, que voici, avec des glaciers, ils descendaient, ils rentraient dans les provinces, les régions pour pouvoir approvisionner les personnes vivant avec le VIH et des arrivées. Donc c'est l'occasion pour moi particulièrement de le saluer, féliciter pour des efforts qui ont été fournis dans le cadre de la lutte. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes personne vivant avec le VIH et vous êtes impliqué, vous ne voulez pas que votre petit frère, votre enfant ou votre soeur puisse avoir le VIH, vraiment il n'y a rien de tel. Et c'est ça que nous encourageons. Il n'est pas le seul, il y a aussi Christine Kafando qui est là dans le processus de la lutte. Il y a d'autres qui font aussi beaucoup d'efforts que nous saluons en passant. Alors, est-ce qu'on peut toujours considérer que la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso, en l'occurrence, reste une urgence sanitaire? Oui. Aujourd'hui, on peut toujours la considérer comme une urgence sanitaire. Malgré l'apparition des nouvelles maladies? Oui, parce que simplement, il faut que nous sachions que le VIH-Sida existe toujours et qu'on s'est donné des moyens pour qu'à l'horizon 2030, on puisse finir avec elle. En même temps que l'horizon 2030 est proche, en même temps que les différents partenaires techniques et financiers doivent redoubler d'efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources afin que nous puissions vraiment mettre un terme au VIH-Sida. Sinon, avec cette nouvelle génération, on risque d'avoir un rebond de la pandémie au cours du processus. Et c'est ça que nous sommes en train d'éviter en luttant. Donc j'estime que si toutefois les partenaires continuent à redoubler d'efforts, nous allons vraiment y arriver. Alors lorsque vous dites avec cette nouvelle génération, est-ce que la génération actuelle pose des comportements qui interpellent et qui inquiètent? Oui, cette nouvelle génération a des comportements qui inquiètent. Vous avez vu, le SP a dit qu'on a perdu 1900 décès. On a eu 1900 décès avec près de 2000 nouveaux cas. C'est des chiffres qui inquiètent. Parce que vous avez aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, avec l'avènement des ARV, on n'arrive plus à vivre la maladie comme on était sous forme de squelette à l'époque où on présentait et ça choquait. Malheureusement, aujourd'hui ça ne choque plus parce que les ARV arrivent à contenir, à traiter le malade. Donc ça fait qu'on n'arrive pas. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de toujours redoubler d'efforts dans le cadre de la lutte pour que cette nouvelle génération puisse comprendre que la maladie existe et qu'elle doit prendre les dispositions pour se préserver de cette maladie. Alors parlant de jeunesse, Arnaud Noël Ouedraogo, vous êtes jeune, vous êtes dans ce milieu. Est-ce que les jeunes ont toujours cette... ont conscience que le VIH-Sida existe et qu'il faudrait se faire dépister et même faire attention à ses comportements? Et conscience que les jeunes ont conscience bien sûr que le VIH existe. Maintenant, se faire dépister, il y a toujours ce blocage qui se pose. Voilà, parce qu'ils ont peur de découvrir peut-être voilà, et leur statut. Voilà, ça a toujours été ainsi. Surtout également en cette période, ces temps-ci. Sinon, ils sont là, ils savent très bien. Le message passe toujours, il faut se faire dépister, la protection. On appelle toujours, on sensibilise toujours ces jeunes-là, surtout cette nouvelle génération. Mais la plupart du temps, voilà, il y a toujours ce blocage. Ce blocage lié, comme le disait, et autre temps, aux événements du VIH, les messages qui étaient passés dans le temps et tout. Donc, il y a toujours cette peur liée au VIH qui est toujours là. Donc, les gens préfèrent marcher sans connaître leur statut, plutôt voilà, que de découvrir par exemple qu'ils sont positifs. Est-ce que ce blocage n'est pas lié justement au comportement qui mènent des comportements qui ne sont pas forcément sains? On peut dire que c'est lié notamment, et tout autant plus que par exemple cette jeunesse est active sexuellement. Voilà, surtout c'est la plus... Souvent de manière précoce. Exactement, exactement. Donc ça fait que de nos jours, on ne sait pas avec qui, voilà, on y va en fait, avec qui on va et tout. Donc ça fait que la plupart du temps, il y a un sentiment également de culpabilité qui est là. Voilà, donc ils préfèrent rester là, voilà, dans l'ignorance, plutôt que de faire face aux réalités et de se rassurer. Allez-y. Oui, je pense que c'est l'occasion pour lui en tant que jeune de rappeler ses frères et sœurs parce que nous, on continue dans la dynamique à sensibiliser. Je vous donne un exemple simple. Levez-vous le samedi matin ou le dimanche matin, allez-y en pharmacie, demandez le Norplan. Vous n'allez pas trouver rupture totale. C'est pour dire quoi? Tout le week-end, les gens ont pris le temps de faire ce qu'ils veulent sans se protéger. Et ça, c'est choquant. Et ça, c'est très choquant.
Parce que vous voyez, avec les difficultés que nous avions dans le cadre de la mobilisation des ressources, avec les difficultés que nous avons dans le cadre de la sensibilisation, quand vous avez vous avez des informations de tel comportement, ça donne vraiment à réfléchir. Ça donne vraiment à réfléchir. Et c'est pour ça qu'on appelle vraiment les partenaires techniques et financiers à nous aider une fois de plus, à ce que nous puissions relever vraiment le défi. Parce que les gens ont l'impression que bon, on est à moins de 6%, bon, c'est fini. La lutte, il n'y a plus de... Alors qu'en réalité, c'est maintenant même qu'il faut redoubler d'efforts afin que nous puissions vraiment mettre un terme à cette pandémie-là. Alors, le sida, une urgence sanitaire, est-ce que vous estimez que c'est toujours le cas actuellement? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de nouvelles maladies qui ont fait leur éclosion et qui font également beaucoup de morts et qui attirent les projecteurs. Bon, quand Saré et Arnaud viennent de révéler quand même que c'est toujours une urgence sanitaire et qu'on a besoin de suffisamment de ressources pour faire face à ça, ce qu'il faut noter, c'est que la particularité... Non, j'arrive. La particularité du VIH, c'est le fait qu'il s'attaque au système immunitaire. Qui s'attaque au système immunitaire crée ce qu'on appelle des comorbidités, d'autres maladies qui émergent à cause du VIH. Que ce soit l'hépatite, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension artérielle, tout ça fait partie du VIH. Parce que c'est plus lourd l'infection à VIH. Et aujourd'hui, nous, un peu les anciens, on essaie de se mettre en retrait. Il y a une trentaine d'années, 30-35 ans. Quand vous voyez 30-35 ans, au moment où on se battait pour le VIH, on se battait pour notre propre survie. Comment vivre avec? Mais pendant ce temps, le gouvernement n'avait pas... la réponse n'était pas immédiate. Et comme la réponse n'était pas immédiate, il y a des familles qui ont échappé au filet de protection. Et aujourd'hui, on aura en face de nous des enfants qui sont nés avec le VIH, qui ont cet âge-là. Quelle est la problématique que cela va nous poser? Et puis, ce n'est pas des enfants qui commencent à prendre des ARV, mais qui ont commencé à prendre des ARV depuis leur bas âge. Et des gens qui n'ont pas choisi de naître avec le VIH, qui est une autre problématique. Comment, avec les partenaires, on peut s'asseoir pour réviser les différents messages afin qu'ils puissent prendre ça en compte et qu'ils ne se culpabilisent pas et qu'ils se sentent plus à l'aise pour avoir une vie professionnelle, une vie amoureuse. Et la plupart de ces enfants, ce sont des orphelins. La majorité sont des orphelins que le sida a engendrés. Imaginez-vous qu'on ne prend pas de dispositions sur cette jeunesse-là, infectée. On va créer un autre problème. Il n'y a pas que les enfants, on parle de 56 000 femmes qui sont également infectées. Moi, quand je vous parle d'enfants, parce que je parle d'enfants en me mettant sur mes 55 ans. Hein? C'est comme ça que je parle d'enfants. Mais quand on parle de 56 000, vous savez, il y a la prise en charge pédiatrique. Et à partir de 14 ans, ils passent dans les groupes des adultes. Ceux-là, moi, je les appelle des enfants. Ils font partie du lot de ces 56 000. Voilà. Ils existent. Voilà. Voilà. Donc, le sida reste jusqu'à preuve de contraire une urgence sanitaire. Malheureusement, pour les partenaires, ça, ce sont les risques, hein, les risques d'événements sanitaires. Quand quelque chose arrive, on se focalise dessus. Et moi, j'ai écouté le SP, j'essaie d'écouter tout le monde. On dit le leadership aux communautés. Très bien. Mais le problème, quand les ressources financières arrivent, on oublie les communautés. Le Covid était arrivé, on a oublié les communautés. Alors qu'ils auraient pu jouer un rôle. Et je voulais profiter de ce plateau pour dire, quand on lance une thématique, il faut vraiment qu'on mette tous les moyens en œuvre pour que cette thématique-là soit une réalité. Il ne faudrait pas mettre une thématique parce que ça chauffe, on veut redonner la patate chaude aux communautés. Et quand ils vont mobiliser suffisamment de ressources, on va dire aux communautés, mettez-vous de côté, c'est nous. Ah non.
Alors, on va revenir sur le point de la gestion des fonds. Parlons de l'impact. Alors, on a vu la Covid-19 qui a fait son apparition, qui a également fait beaucoup de victimes et qui a mobilisé beaucoup de fonds. Il y a la crise sécuritaire qui est également un gros problème que les autorités en place essaient de gérer. Alors, visiblement, ces deux crises-là ont eu un impact sur la lutte contre la Covid. Alors, c'est de ce point précis que je voudrais qu'on parle, Inoussa Sarré. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. L'avènement de la Covid et la question de l'insécurité aujourd'hui ont joué un rôle fondamental sur vraiment la lutte contre le VIH-Sida. Prenez la Covid, notamment en fin 2019, quand la Covid a démarré en Chine. Tout le monde était assis, il regardait. Alors que ça a suivi son bon nombre de chemins et ça s'est éparpillé sur tout le monde entier. Et ça supprime même les partenaires techniques et financiers. Donc dans leur planification, en 2020, ils n'avaient pas planifié les ressources pour lutter contre la Covid. Donc on était dans un contexte où la Covid existait. Maintenant, il faut aller lutter contre la Covid. Il n'y a pas de ressources. Donc c'est en ça que nous avons salué l'esprit du gouvernement à l'époque avec Madame la ministre professeur Lougué qui avait mis en place un dispositif de mobilisation des ressources communautaires où chacun partait donner sa part de contribution pour que nous puissions lutter contre la Covid. Et donc ces ressources a interpellé les différents partenaires et ils ont mis en place les ressources en 2022. Donc c'est pour dire qu'il y a eu plus de ressources en 2021 dans le cadre de la lutte contre la Covid. C'est la même dynamique pour les questions de l'insécurité. Vous savez, avec la question de l'insécurité, nous avons les personnes vivant avec le VIH qui sont sous ARV. Et dès que les personnes sont déplacées d'un point A à un point B, nous sommes obligés de les rechercher pour les trouver, pour les mettre dans la file active. Parce que sinon, il devient encore un autre problème pour notre société. Et donc, nous sommes obligés de faire un travail de recherche des perdus de vue à ce niveau. Donc, en français facile, c'est pour vous dire que ça complique davantage le processus de la lutte. Et aussi, ça joue beaucoup sur même la mobilisation des ressources. Parce qu'à un moment donné, il y a des ressources même qu'on est obligé d'affecter ça au niveau de la Covid, alors qu'il y a la lutte contre le VIH qui est là. Voilà. Donc c'est comme Mamadou l'a dit, nous sommes aujourd'hui dans un contexte, aujourd'hui, il faut que nous soyons beaucoup plus regardants avec les thèmes. Quand on prend des thèmes pour la JMS par exemple, nous devrons faire en sorte que notre réalité en matière de mobilisation des ressources réponde avec l'aspiration du thème vis-à-vis du peuple et du monde de la communauté que nous sommes. Alors Arnaud, vous avez mis en place une association, l'association des jeunes pour la lutte contre le sida. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette structure? Déjà, le VIH touche énormément de personnes. Le VIH ne connaît pas de frontières. Nous avons tous un proche, un ami ou un membre de famille qui a été infecté par le VIH. Et cela, vivre cela, c'est-à-dire voir cela, et apprendre qu'on a ces personnes-là qui ont été affectées du VIH et qui ont malheureusement perdu la vie, c'est touchant. Donc nombreux sont ceux qui sont affectés et nombreux également sont ceux qui sont infectés dans cette lutte. Donc raison pour laquelle il fallait voir dans quel possible mettre en place une association afin vraiment de pouvoir lutter contre cette maladie qui nous a privés du beau monde de personnes qu'on est maintenant. Est-ce que le message, la sensibilisation que vous dispensez dans ce milieu jeune, est-ce que le message passe? Le message... Est-ce que les jeunes accordent de l'intérêt à ce que vous dites? Oui, le message passe. Le message passe même très bien. Voilà. Parce que ce sont des messages qui n'étaient pas connus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire les messages de la lutte contre le VIH, on peut dire qu'on remarque une faiblesse, à travers ces messages. Les campagnes de sensibilisation. Exactement. Voilà. Donc, il fallait actualiser les nouvelles informations liées au VIH, notamment la possibilité de se marier, d'avoir des enfants séronégatifs et tout. Ce sont des points qui n'étaient pas connus par le public, notamment par la jeunesse. Ce qui fait qu'il y avait toujours cette peur. Récemment, la JMS qui est là, on a mis en place la grande foire Zéro Sida, qui s'est déroulée à la ZAD. Et on a fait également une campagne de publication. Il y avait des messages. Mais quand vous voyez les réactions à travers les messages, vous voyez que la population n'est pas informée. Ce sont des messages qui sont là, mais la population ne les connaît pas. La population ne savent pas que
il y a le VIH qui est toujours là, qu'il y a des personnes qui vivent, qui sont une famille, voilà, qui sont séronégatifs, qu'il y a plein de symptômes. Donc des enfants séronégatifs. Séronégatifs, voilà. Peut vivre sans infecter son conjoint, avoir des enfants séronégatifs. Et tout ça est lié au traitement, voilà, à la bonne prise, au bon suivi thérapeutique. Mais tout ça, on ne sait pas. Donc, il faille vraiment que nous, en tant que jeunes, vraiment, on fasse passer vraiment les informations et surtout redoubler d'efforts à ce niveau également. Alors, ce qu'il dit est important. On se rappelle que dans le temps, le message principal était se faire dépister et avoir des relations sexuelles protégées. C'était ou l'abstinence, merci. C'était fondamentalement ça. Et associé à ce qu'il dit, le message a changé. Non, c'est pas que le message. Il a évolué. Changer. Ok. Comme il explique, moi personnellement, moi j'ai eu une séance de travail avec des enfants nés séropositifs. Et honnêtement, ils sont très jeunes. Quand j'ai échangé avec eux, moi j'ai appris. Parce que moi, ma jeunesse, en son temps, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il faut que ce soit ces jeunes qui prennent le lead et qui rentrent dans la communauté des jeunes. Ils savent se parler entre eux. Ils connaissent les termes. Bon, entre eux, puis actuellement, c'est l'Internet. Voilà. Voilà. En un rien de temps, c'est plus rapide. Nous, ce qu'on peut faire, nous, avec les SARE et autres, c'est de les accompagner, de les faire émerger. Parce qu'on ne peut pas continuer. Nous, notre temps, je ne dirais pas que c'est révolu, mais notre problématique a changé. Et les problématiques les plus urgentes actuellement, c'est de faire en sorte que les enfants naissent sans VIH. Voilà. Ils naissent sans VIH. Et que les personnes qui vivent avec le VIH sachent qu'ils peuvent avoir une vie conjugale normale. Voilà. Et ce sont ces jeunes-là, quand ils n'ont pas ces informations, quand ils ont des pratiques à risque, ça fait partie de leur temps. Et ce n'est pas nous qui allons venir leur dire qu'ils ne pas le faire, mais c'est de trouver des enfants, des jeunes comme eux pour diffuser le message. Et voilà. Alors, quand vous avez l'occasion justement d'échanger avec ces enfants qui sont atteints du VIH, qui sont nés séropositifs, est-ce qu'il y a ce sentiment de colère en eux, de culpabilité ou de colère vis-à-vis de leurs parents qui leur ont transmis le virus sans l'avoir demandé? Malheureusement, je vous dirais oui. C'est un phénomène totalement normal qui a nécessité au sein du réseau des personnes vivant avec le VIH de travailler avec ces enfants sur plusieurs séances, des aspects psychologiques pour leur faire au moins accepter et comprendre la situation. La culpabilité, elle est là. Aujourd'hui, il faut transformer cette culpabilité en une force pour modifier le comportement des autres. Sinon, cette culpabilité, elle est là. Et nous, on l'a suivi. Moi, j'ai eu la chance de suivre des enfants il y a très longtemps qui avaient les parents cachent. Et après 11-12 ans, on informe l'enfant, mais l'enfant te dit, mais moi-même, je savais. Il peut rappeler à la maman, bon, il y a eu telle scène depuis des années antérieures, tu me caches, mais je sais. Vous voyez, les parents transposent souvent leur peur ou leur crainte sur les enfants. Mais les enfants, un enfant, il faut lui faire confiance. Et lui donner, lui tracer le sillon, et il va bien l'agrandir et bien le cultiver. Voilà. Sinon, cette culpabilité, elle existe. C'est cette culpabilité qui fait que les parents ont pendant longtemps caché. Mais quand on va faire comprendre aux enfants avec qui on a travaillé, que ce n'est pas forcément la responsabilité aussi des parents. Voilà. Le dispositif n'existe pas. Et quand des gens décident de voler en amoureux, ces éléments n'étaient pas pris en compte. Voilà. Et le contexte à l'époque n'était pas favorable aux parents pour divulguer l'information. Moi qui ai été quand même le premier à avoir divulgué, les gens pensent que tout s'est bien passé, mais j'en ai souffert. C'est vrai qu'il faut un courage pour venir sur les médias. Voilà. J'en ai souffert, mais l'avantage pour moi, c'est que ma compagne était protégée. Et après, on s'est rendu compte que non, on se posait la question, mais comment il est positif, l'autre est négatif, comment ils vivent? Les moustiques, c'est des questions qui sortaient à l'époque quand... Voilà. Et au fil du temps, les gens se sont aperçus qu'on peut vivre avec une personne infectée sans être infecté. Parce qu'au Burkina, on aime voir pour croire. Et par la suite, on a eu un enfant.
Je crois qu'il y a eu des polémiques tout autour, mais Djibril va très bien. Si la maman n'est pas infectée, il n'est pas infecté. Il a un autre petit garçon, Rachid qui a 15 ans. Voilà, ils ne sont pas infectés. Mais nous, parents séropositifs ou différents, qui avons eu la chance de bénéficier d'un certain nombre de programmes pour prévenir cette infection, on ne doit pas se leurrer, on ne doit pas rester dans une satisfaction totale pour ceux qui étaient dans les campagnes, dans les endroits isolés, qui n'ont pas pu bénéficier de ce programme et que les enfants ont malheureusement connu ça. Donc, on doit les aider. Voilà, il faut raisonner les enfants. Alors, la journée mondiale de lutte contre le sida cette année est placée sous le thème renforcer le leadership communautaire. Alors, comment est-ce que le RUNEDS contribue à la lutte contre le sida? Bon, pour le RUNEDS, étant donné que nous sommes un réseau, nous arrivons à former les différents acteurs. On mobilise aussi les ressources, on fait le plaidoyer pour que les ressources soient au rendez-vous afin que les différents acteurs puissent aller sur le terrain. Et également aussi, au-delà de la formation, il y a aussi le suivi que nous faisons sur le terrain. Nous venons récemment de lancer le 17 dernier les activités de lutte contre le VIH en direction des populations déplacées internes dans la région du centre-sud et que ça va durer un mois au regard du temps. Donc pour nous déjà, c'est des actions que nous avions depuis 20 ans aujourd'hui. Le RUNEDS, ça fait 20 ans que nous sommes dans la lutte contre le VIH-Sida. Ça fait une expérience, ça fait vraiment quelque chose qu'on peut offrir. Parce que 20 ans, c'est pas 2 jours. Donc pour nous déjà, on a quand même ce minimum-là qu'on peut partager aujourd'hui avec la nouvelle génération. C'est pour ça que je salue la présence de notre jeune frère sur le tableau aujourd'hui, pas sur le plateau, parce que déjà, ça permet de nous rassurer que nous avions la relève. Voilà. Et ça, c'est des éléments que nous approuvons et nous saluons en passant. Mais du reste, il est bon que nous soulignions toujours que la mobilisation des ressources reste une force en matière de lutte contre le VIH. Parce que tant que vous n'avez pas les ressources, il a parlé des programmes. À l'époque, il y avait beaucoup de programmes dans la lutte qui ont permis à ce que certaines personnes puissent bénéficier d'un certain nombre de conditions de traitement ou de moins d'accompagnement. Malheureusement, aujourd'hui, avec les différents événements dont vous avez fait cas, nous avons peu de ressources. On nous demande avec peu de ressources de faire beaucoup de choses. Donc ça aussi, est-ce que ce n'est pas la gestion de ces ressources qui ont été confiées de par le passé, qui ont peut-être amené certains partenaires à fermer un tout petit peu le robinet? Bon, pour cette question, vous savez, les différents partenaires peuvent l'apprécier, hein, parce que vous savez, quand vous remettez les ressources à quelqu'un, à une structure donnée, vous voulez quand même qu'elle soit bien gérée, de sorte que demain encore vous puissiez continuer. Mais vous savez aussi que la lutte aussi, elle dure depuis plusieurs décennies. Voilà, les gens qui donnent aussi, tu donnes, tu continues à donner, ça devient épuisant. Voilà, c'est à nous maintenant de faire un travail de fond, non seulement pour les rassurer, et en même temps les dire que dans ce que nous faisons là, voilà les résultats que nous avions atteints, et voilà les résultats que nous comptons atteindre à l'horizon 2030. C'est pour ça que je vous dis par exemple, l'objectif de l'ONU-SIDA, de mettre fin au VIH à l'horizon 2030, est un objectif aujourd'hui qui est un facteur motivant, de sorte que les différents partenaires techniques et financiers puissent continuer à nous accompagner, même les communautés elles-mêmes, puissent continuer à accompagner le processus afin que nous puissions vraiment atteindre cet objectif-là. Alors, étant pionnier dans cette lutte-là, au niveau associatif, est-ce que la gestion des ressources a été faite de la belle des manières? En réalité, vous voyez, les acteurs, déjà pour revenir sur les thèmes, quand on dit leadership des communautés, c'est qu'on s'est perçu que les communautés peuvent faire quelque chose. C'est en fait responsabiliser chacun. Il faut responsabiliser chacun à tous les niveaux. Moi, c'est comme ça que je le comprends dans la notion de leadership des communautés. Même vous constituez une communauté, un élément de la communauté. Chacun doit prendre en fait la solution du problème se trouve à chacun de nous, donc on peut chacun agir, apporter sa contribution. Maintenant, quand on parle de la gestion des ressources, les acteurs communautaires ne sont pas impliqués dans la grosse mobilisation et dans la gestion même en tant que telle. Nous, on est beaucoup plus des acteurs de terrain. Vous voyez, on n'est pas toujours au parfum de ce qui se passe. Mais je vais vous dire qu'il y a trop d'intermédiaires dans la lutte.
Moi, si on va évoquer ça, il y a trop d'intermédiaires qui fait qu'il y a des pertes de ressources. Et la crainte pour nous dans l'avenir, parce que si on veut être un État souverain, à un moment donné, il faut s'approprier même le financement de la lutte. Si vous regardez, 46% des traitements antirétroviraux sont financés par le Fonds mondial. À peu près 65%, je crois, des intrants. Donc le reste, c'est qui? C'est l'ensemble des partenaires de l'État. Il faut qu'à un moment donné, on s'approprie. Moi, je me rappelle une expérience en 2002, 2004, où Mme Ouedraogo Alizette avait une fois donné cette expérience en finançant 300 millions. Bon. Et ensuite 250 millions pour sauver des personnes. C'est grâce à peut-être à ces jets d'argent au moment où le traitement n'était pas financé par l'extérieur que les gens sont en vie aujourd'hui. Et moi j'en connais qui ont bénéficié de ce programme-là. Mais ça n'a pas continué parce que certains membres de la communauté, de sa communauté d'opérateurs économiques n'ont pas suivi. Aujourd'hui, on interpelle tout le monde, donc chacun doit mettre sa main dans la pâte. Maintenant, quant à la gestion de manière globale des ressources, il y a des institutions plus habilitées pour pouvoir révéler ces défaillances dans la gestion des ressources du sida. Sinon, ça existe. Mais c'est pas nous, on n'est que des acteurs à la périphérie. Et nous justifions à zéro près, je ne sais pas comment on explique. Ce qu'on vous a donné, c'est ce que vous allez justifier. Ok, voilà. Maintenant, les intermédiaires, les autres, ça, on ne va pas se mêler. Nous, on est des acteurs de terrain, on a commencé la lutte sans argent. L'objectif était plus noble avant. Objectif SIDA, l'argent qui nous accompagne. Ça veut dire que quand l'argent n'est pas là, on fonce. Mais pendant ce temps-ci, il y a eu une inversion. De mettre l'objectif argent et la lutte prétexte, on ne peut rien faire contre. Et c'est dans cette dynamique qu'on est, selon vous? Elle est en train de prendre le dessus sur l'objectif antérieur qu'on avait connu. Et c'est là, quand je dis le contexte a changé, moi quand je fais une analyse, je ne peux pas dire à quelqu'un il y a 20 ans, ce qu'on faisait, ça, il faut le faire aujourd'hui. Non, les gens ont besoin, les acteurs ont besoin de ressources pour leur propre survie, pour accompagner la lutte. Ok. Il y a des gens qui ont arrêté des études et qui étaient dans la lutte contre le sida de manière bénévole. Ils ont oublié de poursuivre leurs études, mais finalement, il faut qu'ils continuent avec la lutte. S'il n'y a pas de ressources, comment vous voulez qu'ils survivent eux-mêmes et pour pouvoir mener l'activité? Donc il faudrait qu'on recadre ça. Et quand les bailleurs aussi ils imposent des grilles, ils ne tiennent pas compte des réalités du terrain. On va vous dire qu'on va vous financer des activités à mener et on va vous imposer un siège. Mais le siège là, il faut payer un loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau. Tu vas payer ça où alors que le bailleur t'a dit il t'a imposé un siège, mais il n'a pas prévu les revenus. Alors, de manière concrète, comment est-ce que le ministère soutient des structures associatives comme les vôtres? Bon, nous particulièrement, c'est l'occasion pour moi de remercier l'État dans son ensemble, parce que nous sommes une structure économique d'utilité publique, donc nous bénéficions des ressources de l'État dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de la santé. Donc à ce niveau, on ne peut que les féliciter, les encourager. C'est vrai que le ladage africain aime le dire, en Moré on dit Yasuma la Khataï. Voilà, mais c'est bon quand même de reconnaître déjà les efforts qui sont faits. Même aujourd'hui au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, c'est le budget national qui assure aujourd'hui les ARV. Une partie des ARV qui est beaucoup achetée par le budget national, ça c'est un effort. Parce qu'au début c'était 100% les partenaires. Et nous avons travaillé à ce que l'État puisse prendre ses responsabilités. Parce que la question des arrivées doit être une question de souveraineté. De sorte que l'État puisse s'engager à prendre en charge. Et donc, il y a un processus qui est déjà engagé. On ne peut que les féliciter, les encourager pour ça. Mais c'est bon toujours de mieux faire. Voilà. Donc, pour ce qui est des ressources dans son ensemble, au-delà de ce que nous recevons de l'État, nous arrivons aussi à mobiliser les ressources avec les différents partenaires techniques et financiers. Voilà. Mais il faut également les saluer. Parce que la lutte, c'est comme je l'ai dit, elle est de longue haleine. Et quand une lutte dure, si vous n'avez pas de nouveaux messages, si vous n'avez pas de nouveaux termes, de nouvelles stratégies pour convaincre les différents partenaires, elle finit par vous dire, bon, écoutez votre histoire là. Et ça, quand on arrive là-bas, ce n'est pas intéressant. C'est pour ça que nous rappelons toujours, le taux de 0,6% là ne doit pas nous permettre de dormir sur nos lauriers. Parce que sinon, il aura un risque de rebond et en ce moment il va être difficile. Lors de la dernière session, le directeur de cabinet a rappelé qu'il est bon que nous puissions voir ce qui n'est pas bon
de penser à des messages choquants. Parce qu'à l'époque, c'est ça le message qui choquait. Parce que cette jeunesse-là, il faut que des messages les choquent pour qu'elle puisse comprendre. Voilà, donc pour nous déjà, c'est de travailler toujours à les sensibiliser, à ce qu'ils comprennent. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de résultats qui sont déjà là. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, Mamadou qui est là, une personne vient avec le VIH. Si on ne vous a pas dit que Mamadou a le VIH, est-ce que vous pouvez savoir qu'il a le VIH? Donc ça, c'est vraiment, c'est des résultats des ARV qu'il faut saluer. Et nous, aujourd'hui, on ne peut que rassurer les uns et les autres que tant que vous êtes en bonne santé, c'est l'idéal. Mais dès que vous êtes malade aussi, c'est bon de faire en sorte qu'on puisse vous mettre dans une file active et puis on vous suit pour que vous puissiez suivre le traitement pour le bien-être de votre personne, mais aussi de votre environnement. Alors parmi les stratégies, on peut également aller vers la jeunesse en utilisant les outils comme l'Internet, comme l'a si bien souligné Mamadou Sawadogo. Alors je reviens à vous. Est-ce que les ARV dont il a fait cas actuellement sont disponibles? Les ARV sont disponibles, je crois qu'ils ont un stock d'à peu près 6 mois, je crois. Et je n'ai pas trop une maîtrise de la disponibilité constante des ARV ces dernières années, mais je sais qu'au début c'était très difficile de maintenir la quantité, voilà, avec ces stocks et tout. Mais actuellement il y a cette possibilité. Et comme quand j'ai évoqué le chiffre, c'est pour faire comprendre à notre communauté de manière globale, ceux qui ont la capacité, que les ARV doivent être en majorité financés par l'État si c'est possible. Parce que s'il y a un problème, ça va être catastrophique. Et s'il y a un message lié aux ARV, on dit aujourd'hui que les ARV nous permettent de vivre avec le VIH, mais si c'est mieux vaut ne même pas être infecté. Parce que on a l'impression que quand on avale un comprimé, c'est bon, mais il y a d'autres problèmes dont on souffre quand on est sous traitement antirétroviral sur le long terme. S'il y a un message peut-être à l'endroit des jeunes qui ont la chance de ne pas être encore infectés, ou à toute personne qui n'est pas infectée, il n'a qu'à faire pardon. Faut pas venir augmenter notre groupe. Voilà. Parce que déjà, c'est un traitement qui vient d'ailleurs, financé en majorité par des bailleurs qui peuvent nous, voilà. Et c'est des traitements qu'il faut prendre continuellement, et c'est des traitements qui ont des effets secondaires complexes. On ne va pas vous citer ici, mais aussi demander à ceux qui sont nés avec, qui prennent des traitements, vont vous dire que c'est la catastrophe. Voilà. Donc, on fait l'effort, on positive, mais on souhaite que, faut pas qu'on gonfle le nombre, quoi. Ce serait mieux. On espère en tout cas que le message passe. Allez-y. Oui. Ici, qu'effectivement, ce qu'il a dit est pertinent. Vous savez, le secrétariat permanent à travers le SPCNLS et en partant le ministère de la Santé, ils ont pris des dispositions pour sécuriser les ARV pour 6 mois. Ça veut dire que pour chaque cycle, on fait en sorte qu'il y ait une réserve de 6 mois pour éviter ce que nous avons connu dans le temps en termes de rupture. Parce que comme il a dit, les ruptures sont très dangereuses. Dès qu'il y a rupture, il y a des problèmes. Voilà, donc pour nous déjà, c'est les féliciter et de continuer à garder le cap. Parce que 6 mois c'est bon, mais si on arrive à faire 1 année, ce n'est pas mauvais. Alors Arnaud, on espère que le message passe et que vous allez pouvoir porter avec fierté ce flambeau qui vous a été légué par vos dévanciers dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et déjà, les jeunes vraiment qui sont conscients, voilà, et qui s'impliquent dans la lutte. Voilà. Et le message passe très bien parce qu'il y a des actions également qui sont menées, voilà, à l'interne comme à l'externe, pour que vraiment la sensibilisation puisse vraiment avoir de l'impact. Voilà. Donc avec également l'accompagnement des acteurs également, voilà, qui nous appuient, qui nous accompagnent, nous arrivons tant bien que mal vraiment à évoluer. Et vous pouvez toujours aller vers justement ces aînés-là qui pourraient vous donner plus d'orientation dans le cadre de cette lutte-là. Bien sûr, c'est le cas même, parce qu'actuellement, il y a le REGIPIV qui nous accompagne, voilà, et qui nous apporte énormément, voilà, en tant que formation de renforcement des capacités et également de formation même sur le terrain pour pouvoir suivre et aider et accompagner ces jeunes, par exemple, qui sont infectés. Parce que nous, en tant que jeunes association, on a des jeunes parmi nous qui sont engagés et qui sont formés pour accompagner ces jeunes sur le terrain.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle vraiment du sida, il y a plus ces personnes, comme on l'a dit, qui sont nées avec le VIH, qui vivent avec le VIH, qui ont des besoins autres que ce que nous connaissons déjà. Voilà, alors il faut aller vers ces jeunes-là, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'on peut les accompagner, afin que ces jeunes ne soient pas vraiment la porte, voilà, isolés, et la porte par laquelle on peut avoir des recours par la suite. C'est très bien dit. Alors je reviens à vous, Inoussa Sarré. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans le cadre de cette lutte-là au niveau du RINEDS? Oui, il y a des difficultés, ça ne manque pas. Dans le cadre de la lutte, vous savez, l'une des difficultés majeures pour le RINEDS, bon là maintenant que nous arrivons à mobiliser les ressources, elles ne suffisent jamais. Parce que vous savez, dans le cadre des différents programmes et projets, vous avez toujours besoin des ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Et il y a aussi les nouvelles structures qui adhèrent au RINEDS. Vous savez, aujourd'hui nous sommes autour de 410 associations membres du RINEDS qui sont réparties dans les 13 régions. Cette gestion n'est pas simple. Et à tout moment, vous avez de nouvelles adhésions qu'il faut former, qu'il faut donner les informations de sorte qu'elles puissent suivre le rythme. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte, il ne faut pas laisser personne de côté. Il faut prendre en compte tout le monde. Et j'ai rappelé qu'elle est multisectorielle. Donc, une lutte multisectorielle, même le boucher qui vend, le croissant qui est au marché, qui vend sa viande, ils ont fait leur association, ils disent qu'ils veulent accompagner la lutte, on les prend en compte. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est de voir dans quel contexte nous pourrons également continuer à renforcer les capacités, mais aussi à mobiliser aussi plus de ressources pour pouvoir répondre aux aspirations des différents membres. Et du côté du RIGIPIV? Le RIGIPIV a initié quand même beaucoup de programmes ciblés sur les personnes infectées, parce qu'on est beaucoup plus une organisation de personnes vivant avec le VIH. On n'est pas en très grande quantité. La bataille que nous faisons, c'est de faire en sorte que tous les bénéficiaires deviennent des acteurs. Voilà. Si un bénéficiaire devient un acteur, il apporte sa contribution, il peut même sortir du groupe pour qu'une nouvelle personne entre. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. On est disséminé un peu dans les provinces du Burkina avec des représentations. Voilà. Parce que pour pouvoir réduire la charge de travail liée aux acteurs, c'est de permettre aux anciens qui ont obtenu des capacités de pouvoir aller vaquer à d'autres occupations. Voilà, ce sera le seul moyen. Et comme l'a dit Sarré, c'est de toujours faire le plaidoyer au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui est quand même responsable de tout ce qui est en matière de lutte contre le VIH-Sida, même la mobilisation des ressources, pour qu'on puisse prendre en compte les préoccupations des acteurs de terrain et que la lutte contre le sida au Burkina puisse permettre à tout enfant qui ne soit pas né du VIH et toute personne qui est séro-ignorant aille faire son test de dépistage, que ce soit dans n'importe quel village, quelle localité. Il faudrait que le dépistage soit accessible. Parce que déjà savoir si on est infecté ou pas infecté, ça nous permet de développer des initiatives de survie. Alors je vous dis merci Mamadou Sawadogo, PCA du RIGIPIV. Merci d'être venu et de nous avoir donné tous ces conseils et partagé avec nous votre témoignage dans le cadre de la lutte contre le sida. Merci à Inoussa Sarré qui est également PCA du RINEDS et merci pour l'engagement que vous menez depuis plus de 2 décennies maintenant dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Et merci à Arnaud Noé Ouetraogo d'être venu sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous les actions menées par votre association dans le cadre de la sensibilisation des jeunes.